Les bombardiers de l'Axe. Bien que l'avion ait été employé comme bombardier même avant la Première Guerre mondiale, ce n'est que lors de la Seconde qu'il s'imposa comme arme majeure. Les pays qui plus tard formèrent l'Alliance de l'Axe furent à la pointe de ce développement. Les équipages de bombardiers allemands et italiens firent leurs premières armes aux côtés des nationalistes lors de la guerre d'Espagne. Les Italiens employèrent intensivement leurs bombardiers pendant la conquête de l'Abyssinie, tandis que les Japonais faisaient de même en Chine. Et surtout, de 1939 à 1942, le bombardement tactique a été un des facteurs contribuant aux larges victoires de l'Axe en Europe, en Russie et en Extrême-Orient. Il y avait cependant une faille dans les plans de l'Axe. Confiant dans le concept de guerre éclair pour obtenir un succès rapide, ils développèrent uniquement des bombardiers à l'autonomie et à la charge utile légère, ne portant pas assez d'attention au potentiel décisif du bombardement stratégique. Finalement, ce sont les bombardements stratégiques alliés massifs qui dévastèrent l'Allemagne et le Japon. Après la dénonciation du traité de Versailles par Hitler en 1935, l'Allemagne bâtit une industrie d'armement multiple et performante qui s'avéra capable de produire pléthore d'armes de tout type. Cependant, le déroulement de la guerre aérienne démontra qu'une trop faible attention avait été portée au développement de nouvelles générations d'avions de combat et que la Luftwaffe devait donc combattre principalement sur des appareils conçus avant 1939. Le Heinkel 111 fut le pilier de la flotte de bombardiers moyens de la Luftwaffe tout au long de la Seconde Guerre mondiale, bien que le prototype volait déjà en 1935. Conçu dès le départ comme bombardier, l'appareil fut ostensiblement développé comme avion de ligne et les premiers appareils livrés comme avions de transport rapide. Le premier bombardier vola en octobre 1936 et plus de 7000 furent construits entre cette date et 1944 lorsque la production cessa. En dépit des limitations imposées par une cellule étroite, le Heinkel 111 était un appareil remarquablement efficace qui fut employé dans de nombreuses missions différentes. Les premières variantes possédaient un fuselage conventionnel avec un cockpit standard, mais au début de 1939, ce dernier fut remplacé par un nez entièrement vitré. Il était asymétrique avec la mitrailleuse avant décalée vers tribord pour que la vue vers l'avant du pilote ne soit pas gênée. Les versions du début possédaient une paire de moteurs Daimler-Benz, mais ils furent remplacés sur le 111H par des Yumo 211 beaucoup plus puissants, 1200 chevaux chacun. Ainsi, l'appareil atteignait une vitesse de pointe de 430 km/h à 20 000 pieds, alors que son autonomie était portée à 1900 km. L'équipage, constitué de 5 personnes en temps normal, avait un armement défensif de 5 à 7 mitrailleuses. Cependant, la partie avant de la gondole ventrale était souvent remplacée par un canon de 20 mm. Pendant la guerre, le Heinkel 111 a équipé 30 escadres de bombardement, les Geschwader, ce qui équivalait au groupe chez les Alliés. Eux-mêmes divisés en 3 à 4 Kampfgruppen de 30 avions, répartis en 3 ou 4 Staffeln ou escadrilles. En opération, ils volaient en formation serrée pour se couvrir mutuellement contre les chasseurs ennemis. La plus petite formation était le Kette de 3 avions. Le 111 fut employé comme banc d'essai pour de nombreuses installations radars, généralement installées ensuite dans d'autres types d'avions. Le Fouque 200 fut parmi les plus efficaces comme dispositif anti-navire. La mitrailleuse de nez était remplacée par un canon de 20 mm sur ces versions. Les Allemands inaugurèrent l'emploi de la radionavigation. Le Heinkel 111, à l'instar d'autres bombardiers, utilisa les systèmes Knickebein et plus tard les X et Y Great qui permettaient à ces avions de suivre un faisceau d'hôtes radio vers leur cible. Le plus terrible succès de cette méthode fut le raid mené contre Coventry le 14 novembre 1940. Les scientifiques anglais ont développé ensuite des brouillages contre ces systèmes afin d'égarer les bombardiers. Sur les passes de bombardement, les équipages utilisaient un simple viseur optique, lequel était bien adapté pour les bombardements à basse et moyenne altitude. La charge de bombe typique était 8 bombes de 250 kg, emportées dans 2 baies latérales avec un passage au milieu pour l'équipage.
Le 111 a également été employé comme bombardier torpilleur et vecteur de missiles anti-navires. Une commande sur le côté droit du cockpit permettait le guidage par radio, système employé aussi par la bombe guidée Rheinmetall X1, aussi connue comme Fritz 10, ou bien par la bombe propulsée par la fusée Henschel 293. L'opérateur se trouvait dans le nez où l'unité de contrôle Kiel Strasbourg était installée et devait insérer un petit levier qui était stocké séparément pour des raisons de sécurité. Une fois la cible en vue, le système de guidage était mis en route. Ensuite, lorsque l'opérateur en donnait l'ordre, le pilote appuyait sur le bouton pour larguer le missile, dans le cas présent à Henschel 293D, qui avait une caméra de télévision dans le nez. Ensuite, l'opérateur guidait le missile vers sa cible en utilisant un petit manche semblable au joystick d'aujourd'hui. En rasant les cimes des arbres, ils se rendaient moins vulnérables face aux chasseurs ou à la DCA. À l'approche de la cible, il leur restait à grimper à l'altitude normale de bombardement, 6000 pieds, escortés de près par les chasseurs Messerschmitt 109. Les bombes sortaient des soutes des Heinkel que la première à cause de leur disposition à l'intérieur de l'avion, ce qui donne cette impression de chaos pour les largages de cet appareil. Les Heinkel 111 servirent lors de toutes les campagnes allemandes, depuis la Pologne, la Norvège, la France et l'Angleterre, jusqu'aux Balkans, l'Afrique du Nord et la Russie, et ce, comme bombardiers, avions de transport, remorqueurs de planeurs et même vecteurs pour des bombes volantes V1 aéroportées, précurseurs des actuels missiles de croisière. Autre avion conçu avant la guerre, le Dornier 17, fut mis au point en tant qu'appareil postal à grande vitesse pour la compagnie nationale Lufthansa. Après son premier vol en 1934, l'avion fut surnommé le crayon volant en raison de son fuselage très mince. Ceci rendait l'installation des passagers vraiment délicate et il ne fut pas adopté pour ses missions civiles. À la place, redessiné avec un nez différent et une double dérive, il fut transformé en bombardier en 1935 et effectua ses premières missions avec la Légion Condor pendant la guerre civile espagnole. Malheureusement, l'étroitesse du fuselage réduisait la taille de la soute à bombe et le Dornier 17 ne pouvait emporter que la moitié de la charge d'un Heinkel 111. Plusieurs prototypes furent construits comme bombardiers ou avions de reconnaissance, les premières versions étant baptisées E et F respectivement. Ils furent remplacés très vite par les modèles M et P, équipés des moteurs BMW Bravo 323 de 900 chevaux. Et ils permettaient aux Dorniers d'atteindre une vitesse de 400 km/h à 13 000 pieds.
Mais les pilotes aimaient cet avion en raison de son pilotage et de sa maniabilité réputée très agréable. L'autonomie était aussi limitée avec un rayon d'action tactique de seulement 500 km. Dans un effort pour améliorer ces chiffres, les moteurs furent poussés à 1000 chevaux sur les versions Z. Cependant, à l'addition d'un 5e membre d'équipage, l'augmentation du nombre de mitrailleuses qui passe de 6 à 8 et la nouvelle forme du nez ajouta une masse supplémentaire qui entraîna une baisse des performances avec un rayon d'action réduit à 340 km. Le Dornier 17Z eut son baptême du feu pendant la campagne de Pologne en septembre 1939, où il fut utilisé pour attaquer les aérodromes, les ponts et les concentrations de troupes adverses. L'appareil fut utilisé de la même manière pendant l'attaque sur l'Ouest en mai 1940, mais à ce moment-là, les faiblesses de l'appareil devinrent évidentes et seulement 9 groupes étaient encore équipés de Dornier pendant la bataille d'Angleterre. En raison de son autonomie limitée, le Dornier 17 fut principalement utilisé par l'attaque des navires anglais dans la Manche pendant cette période. Ensuite, l'appareil fut engagé lors des invasions de la Yougoslavie de la Grèce en avril 1941 et ensuite en juin pour l'opération Barbarossa, l'invasion de la Russie. À ce moment-là, il n'y avait plus que 4 groupes opérationnels sur Dornier, en partie à cause des lourdes pertes subies face aux chasseurs et également en raison de l'entrée en service de nouveaux types de bombardiers. Bien que le Dornier 17 fût remarquablement apprécié par ses équipages, les derniers avions furent retirés du service en novembre 1942. Cette machine est équipée de caméras pour tourner un film de propagande. Pour les vols à l'altitude opérationnelle de 27 000 pieds, les masques à oxygène sont obligatoires. Le Dornier 215, initialement équipé de moteurs en étoile Gnome-Rhône, puis de Daimler-Benz de 1075 chevaux en ligne, fut une tentative de remplacement du Dornier 17, mais sans succès. Les 112 appareils construits furent employés comme avions de reconnaissance. Plus couronné de succès, le Dornier 217 était en fait un 215 agrandi. Le développement d'une version plus grande du Dornier 17 avait commencé en 1937 avec un premier vol l'année suivante. Mais l'avion n'entra en service qu'à la fin de 1940, car il fallut 2 ans pour trouver et installer une motorisation adaptée. À distance, le 17 et le 217 apparaissaient pratiquement identiques, mais le nouvel appareil était plus long et avait une aile d'une plus grande envergure. Plus important encore, ces moteurs BMW en étoile ou Daimler-Benz en ligne faisaient entre 1580 et 1750 chevaux. Il atteignait ainsi une vitesse de pointe de plus de 560 km/h, tout en augmentant l'autonomie jusqu'à 2000 km, même sans les réservoirs de carburant largables.
De plus, le 217 pouvait emporter 4400 kg de bombes et de missiles, à la fois à l'intérieur ou sous les ailes, une charge plus lourde que n'importe quel autre bombardier de cette période. Pour sa défense, le 217 possédait un canon de 15 mm et entre 5 et 7 mitrailleuses. Le Dornier 217 avait un équipage de 4 hommes et il servit jusqu'à la fin de la guerre en équipant 9 groupes de bombardement. Et il fut utilisé avec succès comme chasseur de nuit, avion de reconnaissance ou de lutte anti-navire. Les unités de 217 furent engagées contre des cibles en Angleterre aussi bien qu'en Russie ou en Méditerranée après les débarquements alliés en Sicile et en Italie en 1943. Ressemblant plus à un chasseur qu'à un bombardier, le Henschel 123 monoplace fut le dernier biplan opérationnel dans la Luftwaffe. Il était prévu comme bombardier en piqué lors de son premier vol au printemps 1935, mais il entra en service comme avion d'appui rapproché. Il connut ses premiers combats en Espagne en 1937 et combattit ensuite en Pologne, en France et en Russie jusqu'au milieu 1944, lorsque les 60 derniers appareils disponibles furent déclarés inutilisables. Il était remarquablement agile et robuste, mais son moteur en étoile BMW de 880 chevaux lui donnait une vitesse de pointe de seulement 320 km/h. Il pouvait emporter 4 bombes de 50 kg et avait 2 mitrailleuses tirant vers l'avant pour son autodéfense ou le mitraillage des troupes ennemies. Il était apprécié par l'armée allemande car il pouvait opérer à partir d'aérodromes sommaires situés à proximité du front et il pouvait donc intervenir en soutien aérien rapidement en cas de besoin. Bien que très vulnérable face à la chasse ennemie, il pouvait encaisser d'importants dégâts face à la DCA, ce qui rassurait ses pilotes. Le Junkers 86, à l'instar du Heinkel 111, fut étudié comme appareil de transport civil autant que comme bombardier et entra en service pour ces deux missions. Il fit son premier vol en 1934 et ses moteurs diesel en faisaient un avion particulièrement moderne pour son époque. Un de ses aspects désuets était la tourelle ventrale rétractable pour une de ses 3 mitrailleuses de défense, les autres étant dans le nez et à l'arrière du cockpit. À la différence des avions Junkers précédents, le 86 avait un revêtement en métal lisse plutôt qu'en tôle ondulée et il disposait d'un train d'atterrissage escamotable. La première version de bombardement opérationnel fut le 86D qui fut engagé en Espagne. Il s'avéra assez vulnérable face à la chasse ennemie, donc le modèle E reçut des moteurs BMW de 800 chevaux à la place des premiers Jumo de 600 chevaux. Ceci permit d'augmenter la vitesse de pointe de 300 à 320 km/h. En plus de son équipage de 4 hommes, le Junker 86E pouvait emporter 4 bombes de 250 kg ou 16 bombes de 50 kg, mais c'était déjà insuffisant au commencement de la Seconde Guerre mondiale et il fut retiré du service comme bombardier après la campagne de Pologne. Le Junker 86P eut un sort différent. Voyant que les premières versions ne donnaient pas satisfaction comme bombardier, Junker commença à travailler en 1939 sur une version haute altitude avec un cockpit entièrement pressurisé et une envergure augmentée de 24 mètres à 28 mètres. Pour son premier vol en 1940, il était équipé de 2 Jumo 207 turbo-diesel de 950 chevaux. Le 86P pouvait atteindre une altitude d'environ 40 000 pieds,
pour une vitesse de croisière de 250 km/h et avec une charge de bombe de 1100 kg. Comme bombardier, il ne s'avéra pas vraiment meilleur que ses prédécesseurs et après que certains appareils furent abattus par des Spitfire de chasse de haute altitude, il fut relégué à des missions de reconnaissance en Russie. Quelques 86P furent modifiés plus tard et reçurent la désignation 86R. Ils possédaient une envergure de 35 mètres, des moteurs de plus de 1000 chevaux avec dispositif de surpuissance, injection de nitrogène et hélice à 4 pales qui leur permettaient d'atteindre plus de 15 000 mètres d'altitude. Les Junkers 86R ont été engagés parcimonieusement de 1943 à 1944. L'Italie est entrée dans la Seconde Guerre mondiale en 1944 avec une production industrielle réduite et ce, associée à une conception totalement dépassée de la guerre aérienne, a fait que la plupart des avions de combat italiens étaient largement inférieurs à leurs adversaires alliés. L'aviation italienne cependant connut quelques petites réussites dans les bombardiers moyens et parmi eux le Kant Z-1007 Alcyon. L'Alcyon était un avion terrestre de 5 places qui a volé en 1937. Il était dérivé de l'hydravion à flotteur Z506. Les livraisons à la Regia Aeronautica ont commencé en 1939. Les 35 premiers appareils avaient des moteurs en ligne Isotta Fraschini de 840 chevaux. Avec seulement 4 mitrailleuses de 7,7 mm pour leur autodéfense, ils étaient nettement sous-armés et sous-motorisés, donc quelques modifications en urgence furent effectuées. Il en résulta le Z-1007 bis qui avait un fuselage plus long et des ailes plus grandes. De nouveaux moteurs en étoile Piaggio de 1000 chevaux lui permirent d'atteindre la vitesse de 450 km/h. 2 mitrailleuses furent remplacées par des armes de 12,7 mm plus puissantes. La lourde mitrailleuse de la tourelle dorsale était compensée aérodynamiquement par un tube de métal de même dimension, donc la tourelle pouvait être manœuvrée manuellement. Plus tard, au cours de la production, le plan vertical fut modifié en double dérive. L'Alcyon fut le bombardier italien le plus important de la Seconde Guerre mondiale après le SM-79 et en raison de ses 2200 kg de charge utile, il pouvait emporter 2 torpilles antinavires de 500 kg. En 1942, Kant fournit une version améliorée possédant 2 moteurs en étoile Piaggio de 1175 chevaux et dont la charge utile était réduite à 1100 kg pour améliorer la vitesse et l'autonomie. En tout, 526 Alcyon furent produits et mis en service en Afrique du Nord, dans les Balkans et jusqu'en Russie. Quelques exemplaires furent brièvement basés en France pour épauler les attaques de la Luftwaffe contre l'Angleterre. Il s'avéra cependant très vulnérable face aux chasseurs alliés sur le théâtre d'opérations méditerranéen, mais les équipages combattirent bravement jusqu'à l'armistice de septembre 1943. Quelques-uns servirent ensuite aux côtés des bombardiers anglais et américains. Le Savoia Marchetti SM-79 Spark-Zero fut sans aucun doute le meilleur bombardier moyen italien de la Seconde Guerre mondiale. Conçu comme un avion de transport à 6 places, le SM-79 fit son vol inaugural en 1934 et, dans les années qui suivirent, établit quelques records en vol, en plus de remporter la prestigieuse course Istres-Damas-Paris en 1937. Il entra en service dans l'aviation militaire en 1936 avec 3 moteurs en étoile Alfa Romeo de 780 chevaux. Il fut remplacé par des moteurs Piaggio ou Fiat de 1000 ou 1030 chevaux, lui donnant une vitesse de 430 km/h à 1300 pieds. Le Spark-Zero avait un armement défensif de 3 mitrailleuses de 12,7 et une de 7,7, montra ses capacités pendant la guerre d'Espagne.
Ses équipages, un peu moqueurs, le surnommèrent Gobbo Maledetto, le maudit bossu, en raison de son apparence, mais qui n'influait pas sur son efficacité. Le Sparviero était d'une conception mixte assez inhabituelle, comprenant du métal, des alliages légers, du bois et des éléments industriels. Ceci lui donnait une grande solidité de structure, ce qui était très apprécié par les équipages qui volaient par tous les temps au-dessus de la Méditerranée. Il avait un équipage de 4 hommes et emportait 1300 kg de bombes. Au début de la guerre, 594 exemplaires étaient en service au sein de 14 Stormy escadres, chacun avec 4 escadrons. Au total, 1215 exemplaires sortirent d'usine pour l'aviation italienne, mais aussi pour l'export. Il participa aux invasions de l'Albanie et de la Grèce, aux campagnes africaines et à celles de Russie, et servit de façon intensive pendant le siège de Malte. Le SM-79 remporta de nombreux succès comme avion de lutte anti-navire et il fut peut-être le meilleur avion torpilleur basé à terre de toute la guerre. Dans ce rôle, il emportait une torpille de 450 mm sous le fuselage. Il fit de gros dégâts dans les convois vers Malte et l'Afrique du Nord, particulièrement contre le convoi Pédestal en août 1942. Lorsque le Japon entra en guerre, avec la terrible attaque contre Pearl Harbor en décembre 1941, le pays avait déjà une importante armée et une marine bien équipée, chacune disposant d'une aviation. Les Japonais profitèrent largement de l'expérience acquise au cours des violents combats menés en Chine depuis 1937. Sur leur élan initial, les Japonais connurent d'importants succès contre les Américains à Hawaï, mais aussi aux Philippines, contre les Anglais en Birmanie, en Malaisie et aux Indes orientales face aux Hollandais. Mais en fin de compte, le Japon n'arriva pas à concurrencer la puissance industrielle et la main-d'œuvre de ses ennemis, ce qui l'amena à une défaite totale. À Pearl Harbor, les avions japonais mirent hors de combat 8 navires principaux, coulés ou en train de sombrer, et endommagèrent 6 autres navires ainsi que 188 avions américains. Les aviations de l'armée et de la marine précédaient les troupes au sol en utilisant des combinaisons de bombardiers en piqué et de bombardiers torpilleurs en vagues d'attaque qui, en quelques jours, laissaient des ruines de bâtiments encore fumants, des restes d'avions et d'équipements et un flot de réfugiés qui ne savaient vers où aller. Un des avions principaux pour ces assauts était le bombardier léger Kawasaki Ki-48, nom de code Lily pour les Alliés. Il a été développé à la suite d'incidents de frontière face à des Tupolev SB-2 soviétiques à la fin des années 30 et suivit un peu les mêmes concepts. Le Lily entra en production en 1939. Environ 2000 exemplaires furent construits jusqu'en 1944. Avec seulement 3 mitrailleuses pour sa protection face à la chasse ennemie, il se montra particulièrement vulnérable. Les premières versions avec des moteurs Nakajima en étoile de 950 chevaux ne pouvaient emporter que 300 kg de bombes. Il fallut attendre l'arrivée de moteurs de 1150 chevaux en 1942 pour augmenter ce chiffre à 1764 livres. Le Lily avait une vitesse de pointe de 470 à 500 km/h en fonction de la motorisation, mais nécessitait systématiquement une escorte. Le Mitsubishi G3M de la marine impériale, nom de code NEL, fut plus efficace. Il fut l'un des 2 bombardiers japonais les plus marquants de la guerre et joua un rôle clé lors des attaques contre Pearl Harbor, Hong Kong, Rangoon et Singapour. Largement influencé par le Junker 86, il s'agissait d'un bombardier moyen bimoteur originellement équipé de moteurs Hero type 91 de 750 chevaux, mais qui laissa sa place progressivement au Kinsai en étoile de 830 à 1300 chevaux, beaucoup plus puissant, ce qui permettait au G3M d'atteindre 412 km/h. Avec les vastes espaces de l'océan Pacifique, l'autonomie était plus importante que la vitesse et les appareils étaient conçus avec cette idée directrice en tête.
Comparé aux avions allemands de taille et de configuration similaire, l'autonomie maximale de 6200 km atteinte avec les dernières versions du G3M fut une réussite remarquable. Cette performance en faisait un bombardier stratégique, mais sa charge utile était de seulement 850 kg ou bien une seule torpille de 450 mm. Mais il fallait bien sûr sacrifier certaines choses pour obtenir cette autonomie, et ce furent le blindage de protection de l'équipage et les réservoirs de carburant auto-obturants qui rendirent le Nel si vulnérable aux tirs de l'ennemi. Même l'ajout d'un canon de 20 mm dans la tourelle dorsale, en plus des autres mitrailleuses, ne fut pas suffisant pour tenir à distance les chasseurs ennemis. Le Mitsubishi G3M fit ses débuts au combat en juillet 1937, décollant des bases de Formose, aujourd'hui Taïwan, pour des missions de pénétration profonde au-dessus de la Chine. 4 ans plus tard, il attaquait les installations des Alliés partout en Extrême-Orient et dans le Pacifique. La guerre dans le Pacifique fut principalement une guerre navale, donc les installations pétrolières et les ports étaient des cibles prioritaires dans les premiers temps de l'offensive japonaise. Ce fut l'occasion de scènes saisissantes, mettant en avant l'efficacité des bombardiers japonais contre des cibles qui ne disposaient pas de défense antiaérienne, et alors que la chasse alliée était inexistante en raison de la pression de la guerre en Europe. Les pompiers étaient débordés et la perte d'irremplaçable matériel handicapa largement les Alliés qui eurent des difficultés à rejoindre les côtes pour reprendre le combat. Mais l'opération qui rendit le G3M Nel célèbre et pour laquelle on se souvient de cet appareil fut sa participation dans l'attaque du 10 décembre 1941 dans laquelle le cuirassé anglais Prince of Wales et le croiseur de combat Repulse furent coulés. Les enquêtes d'après-guerre ont montré comment ces appareils qui opéraient depuis l'Indochine ont trouvé et attaqué ces deux importants navires après que leur position ait été communiquée par un sous-marin japonais. Environ 90 bombardiers, bombardiers en piqué et torpilleurs ont été impliqués dans les attaques qui ont duré des heures. L'effet sur le moral des Anglais a été similaire à celui sur la nation américaine quelques jours plus tard et montra la vulnérabilité de ces grosses unités dépourvues de la protection des porte-avions. Le Mitsubishi G4M Betty prit également part dans les attaques contre le Prince of Wales et le Repulse. Cet appareil, qui a une seule dérive, à la place des deux du G3M, fut développé par la même équipe, mais comme avion d'attaque anti-navire. En tout, 2446 Betty sortirent des chaînes de fabrication, faisant de lui le plus important des bombardiers japonais. L'autonomie était un des points cruciaux de sa conception. On plaça donc 5000 litres de carburant dans les ailes et on fit le maximum pour alléger la structure. Cette construction fragile
couplés à une absence de blindage et de réservoirs auto-obturants, firent du Betty un appareil prompt à s'enflammer ou à se briser en plein ciel sous les attaques des chasseurs alliés, et ses équipages le surnommèrent rapidement le briquet à un coup. Le premier vol du prototype eut lieu en 1939 et l'appareil connut le baptême du feu en Chine. 120 G4M prirent part à l'attaque contre Pearl Harbor et l'appareil conduisit également quelques raids contre le port de Darwin, au nord de l'Australie, qui était un poste avancé allié indispensable pour l'approvisionnement des troupes. Avec ses deux moteurs Kasaï, 11 ou 15, en étoile de 1530 chevaux, le G4M1 Betty avait une autonomie de 3600 km avec une charge de bombe de 500 kg. Son équipage de 7 hommes et son armement défensif de 4 mitrailleuses et un canon de 20 mm dans la queue. Après la campagne dans les îles Salomon, en août 1942, le Betty fut remotorisé avec deux moteurs de 1800 chevaux et sa capacité en carburant fut augmentée. Sa charge utile portée à 1100 kg. On ajouta 2 mitrailleuses supplémentaires dans le nez et la mitrailleuse dorsale fut remplacée par un canon de 20 mm. 1144 G4M2 furent fabriqués et 1200 M1. La version finale fut le M3 qui ne sortit qu'à 60 exemplaires en 44-45. Cette séquence rare, tirée d'une cinémitrailleuse d'un chasseur américain, démontre clairement la tendance du Betty à prendre feu ou se briser en plein ciel après avoir été touché par une rafale de mitrailleuses lourdes. Le Junker 88 allemand, vu ici en cours de réarmement en prévision d'une mission, fut certainement l'appareil le plus polyvalent de la Seconde Guerre mondiale. Il fut sans conteste le meilleur bombardier que possédait la Luftwaffe, et à l'instar du de Havilland Mosquito avec lequel il est souvent comparé, il fournit de précieux services comme chasseur de nuit, aussi bien que comme avion de reconnaissance. Il fut largement employé comme torpilleur basé à terre sur la Méditerranée ou la mer du Nord, aussi bien que comme chasseur de blindés en Russie. La production du Junker 88 a continué tout au long de la guerre et plus de 15 000 exemplaires furent construits. Cet avion est le résultat d'une spécification de 1935 pour un bombardier rapide et le premier prototype volant en décembre 1936 avec des moteurs Daimler-Benz. Après l'évaluation de quelques prototypes et appareils de pré-production, les premiers Junker 88A1 entrèrent en service à la fin de 1939. Ils étaient mus par des moteurs en étoile Yuo 211 de 1200 chevaux qui leur donnaient une vitesse de 450 km/h. La charge utile était de 2000 kg de bombes emportées dans une soute ou sous les ailes. Les versions A, qui connurent pas moins de 17 sous-versions construites par 6 compagnies différentes, reçurent plus tard des moteurs plus puissants de 1350 chevaux. Ainsi, la charge utile pouvait atteindre 4000 kg, mais la vitesse en souffrit d'un peu. Les Junker 88 furent très actifs contre la navigation anglaise à partir du début de la guerre, mais alors qu'ils prirent une large part des opérations lors de l'invasion de la Norvège en avril 1940, l'avion ne fut que rarement vu dans le ciel de la France le mois suivant. Le test en conditions réelles survint lors de la bataille d'Angleterre lorsque 8 Gruppen furent engagés. Avec sa vitesse significativement supérieure, le Junker 88 connut un taux de perte inférieur à celui des Heinkel 111 et des Dornier 17. Cependant, le fait est que l'équipage de 4 hommes était concentré dans l'avant largement vitré de l'appareil, ce qui donnait une concentration de cible alléchante pour les pilotes de chasse anglais. Les Allemands en étaient conscients et le Junker 88 fut équipé d'un armement défensif de plus en plus lourd. Le A4, par exemple, disposait de 5 à 7 mitrailleuses légères et lourdes dans le nez, à l'arrière du cockpit et dans la gondole ventrale. La version de bombardement suivante fut le modèle C, qui fut utilisé pour des raids nocturnes, mais à ce moment-là, en 1941, les opérations contre l'Angleterre ralentissaient et la plupart des Junker 88 furent transférés à l'Est pour l'invasion de la Grèce et de la Yougoslavie, l'attaque aéroportée contre la Crète et l'attaque de la Russie. Le Junker 88 a été conçu depuis le départ pour être capable d'opérer comme bombardier en piqué autant que bombardier conventionnel, et ses ailes furent équipées d'aérofreins de piqué.
Les appareils attaqués sous un angle de 60 degrés, larguant les bombes de 250 ou 500 kg à une altitude d'environ 3000 pieds. Le pilote déterminait le moment du largage de la bombe avec un collimateur. Dès le largage de la bombe, la gouverne de profondeur se braquait en position à monter pour sortir l'avion de son piquet, éliminant ainsi le danger de la fascination de la cible. Le Junker 88 fut lourdement impliqué dans la guerre contre la Russie et opéra souvent depuis des aérodromes improvisés isolés où les bombes et le carburant devaient être acheminés par des transporteurs U-52. Ceci permettait au U-88 de faire de l'appui rapproché des troupes au sol rapidement depuis ses bases situées près de la ligne de front. La polyvalence de l'avion est démontrée par cette habilité à engager des objectifs semi-stratégiques tels que le bombardement de Moscou aussi bien que des missions purement tactiques contre les chars ennemis, les trains ou les convois de troupes. Vers le milieu de la guerre, il n'y avait plus de doute sur la survivabilité du Junker 88, vraiment compromise par l'amélioration des performances des chasseurs alliés, y compris les soviétiques. L'équipe des ingénieurs de Junker le fit donc évoluer vers la version 88S à grande vitesse, qui avec ses deux moteurs en étoile BMW de 1730 chevaux, parvenait à atteindre la vitesse de pointe de 600 ou bien 630 km/h avec injection de nitro-oxyde. L'équipage fut réduit à 3, la gondole ventrale supprimée, un nouveau cockpit vitré installé, tandis que l'armement défensif était réduit à une seule mitrailleuse tirant vers l'arrière. Ils combattirent aux côtés des Junker 88A jusqu'à la fin de la guerre. À partir du milieu de 1943, les groupes de bombardement de Junker 88 furent progressivement retirés du front russe pour contrer les débarquements alliés en Sicile puis en Italie. L'été suivant, ils furent à nouveau déplacés, cette fois-ci vers la France, pour bombarder les têtes de pont alliées en Normandie. Ils opérèrent également des missions d'intrusion sur l'Angleterre, mais à cette période de la guerre, la force de bombardement de la Luftwaffe avait quasiment cessé d'exister et la plupart des Junker 88 qui restaient étaient des chasseurs de nuit équipés de radars d'interception embarqués. Le massif Focke-Wulf 200 Condor est surtout connu pour avoir été le fléau pour les navires alliés dans l'Atlantique Nord aux mains du KG-40. Mais il était conçu à l'origine comme avion de ligne à long rayon d'action. Le premier des 3 prototypes volait en juillet 1937 et ces appareils s'adjugèrent un certain nombre de records de distance. Il ne fallut pas longtemps pour que le potentiel de ces appareils comme bombardiers ou avions de patrouille maritime n'apparaisse, alors équipés d'une longue gondole sous le fuselage pour la soute à bombe et les postes d'observation. Mais le principal défaut de l'appareil était une faiblesse du fuselage juste à l'arrière des ailes et un certain nombre d'appareils se brisèrent lors d'atterrissages durs. Le premier Condor militaire avait 4 moteurs en étoile BMW de 850 chevaux, mais la version 200C3 disposait de 4 moteurs de 1000 chevaux.
Il atteignait une vitesse de croisière de 330 km/h, une autonomie de 3500 km. L'équipage, composé de 8 membres, endurait parfois des patrouilles de 14 heures au-dessus de l'Atlantique. L'histoire du capitaine d'un navire allié ordonnant à un pilote de FW200 de tourner dans l'autre sens autour de son navire parce que ça lui donnait le tournis est sans doute apocryphe. Pour sa défense, le Condor disposait de 2 canons de 20 mm, 4 mitrailleuses et la charge de bombes ou de mines à bord, emportée dans la soute ou sous les ailes, atteignait 2300 kg. Les variantes ultérieures pouvaient emporter une paire de missiles anti-navires radio guidés Henschel 293. Le Heinkel 177 Greif ou Griffon fut le seul bombardier lourd allemand à être utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fut la seule tentative de la Luftwaffe pour se doter d'un véritable bombardier stratégique, mais l'expérience coupa court en raison des impératifs dictés par le déroulement du conflit. Le Greif est le fruit d'une demande datant de 1938 pour un bombardier capable de transporter 2200 kg de bombes avec un rayon d'action de 1600 km et une vitesse de 500 km/h. Trouver le bon moteur fut le plus gros problème, retardant l'entrée en service de l'appareil jusqu'au milieu de 1942. La solution des ingénieurs de Heinkel fut de coupler 2 moteurs Daimler-Benz en ligne dans chaque nacelle. Ainsi, le 177 ressemblait à un bimoteur parce qu'il n'avait que 2 hélices, mais il avait bien 4 moteurs. Des moteurs couplés produisant chacun 2700 chevaux lui donnaient une vitesse de pointe de 480 km/h à 20 000 pieds, mais sa vitesse normale de croisière n'était que de 412 km/h. L'idée d'utiliser des moteurs couplés permettait de réduire la traînée, mais en pratique, ce fut surtout une source de problèmes mécaniques avec une propension à l'incendie assez marquée. Ceci totalisa 210 avions, la plupart équipés de réacteurs Junker-Jumo, délivrant 1000 kg de poussée, mais quelques chasseurs de nuit avaient des BMW de 800 kg de poussée. Ceci dit, les ingénieurs sont allés au-delà des spécifications en produisant un appareil doté d'une autonomie de 4800 km et capable de transporter une charge de bombe totale de 6000 kg. Pour sa défense, les 6 hommes d'équipage disposaient généralement d'un canon de 20 mm, de 2 mitrailleuses lourdes et de 6 mitrailleuses légères. Le Heinkel 177 avait une conception intéressante avec son aile médiane. Il fut produit en 4 versions différentes comprenant une variante anti-navire équipée de torpilles ou de missiles Henschel 293 ou bien une version anti-char équipée d'un canon de 50 ou de 75 mm. L'appareil servit comme avion de transport sur le front Est. Il fut employé par 9 groupes de bombardement, jouant un rôle significatif dans le mini-blitz contre l'Angleterre lors de la première moitié de 1944, attaquant à plusieurs occasions Londres et les ports du Sud, là où l'armada pour le D-Day était rassemblée. Les derniers 177 assistèrent au dernier combat de la guerre sur le front Est. Une version haute altitude avec une cabine pressurisée fut envisagée mais n'alla pas plus loin que le stade du prototype. Appelé à bon escient l'éclair Blitz, l'Arado 234 fut le premier bombardier à réaction. Il trouve ses racines dans un besoin exprimé en 1940 pour un appareil de reconnaissance à réaction, mais le prototype ne fit son premier vol qu'en juin 1943 et l'avion n'entra en service qu'en juillet 1944. Le prototype décollait depuis un chariot à 2 roues qui était largué une fois arrivé à l'altitude de 200 pieds et se posait sur un ski ventral rétractable. La raison était que les premiers moteurs à réaction étaient si gourmands que pratiquement tout le volume disponible dans le fuselage était occupé par les réservoirs de carburant. Il n'y avait donc pas de place pour le train. En l'air, l'Arado 234 était un appareil plutôt gracieux en dépit de ses ailes droites, préféré à des ailes adoptant une flèche modérée. Le Blitz était un avion remarquable, typique de l'ingéniosité des concepteurs allemands dans les derniers temps de la guerre. La version de bombardement standard, le 234B, avait une vitesse de pointe de 730 km/h à 30 000 pieds, largement au-dessus des capacités de n'importe quel chasseur à moteur à piston. Il s'agissait d'un monoplace qui disposait non seulement d'une cabine pressurisée, mais également d'un siège éjectable. En raison du manque de place dans le fuselage, la charge de bombes 1500 kg ou de roquettes était emportée sous des pylônes d'ailes. En raison de la très longue distance parcourue en glissant à l'atterrissage, on ajoutait assez rapidement un parachute frein. Mais ceci ne résolut pas totalement tous les problèmes,
puisque pour reconditionner l'appareil pour une nouvelle mission, il fallait le réinstaller sur son chariot. Des essais d'atterrissage avec un chariot à 3 roues installé à demeure ne fut pas spécialement couronné de succès. Finalement, le fuselage fut élargi et un train d'atterrissage tricycle fut adopté sur les modèles de série. Le résultat fut une diminution du carburant emporté et donc qui réduisait l'autonomie à tout juste 1600 km, même avec le décollage assisté par fusée. Pour l'augmenter, on expérimenta même un réservoir supplémentaire volant, remorqué par le 234 comme un planeur. Une des particularités du 234 était l'installation de 2 canons de 20 mm tirant vers l'arrière pour tirer sur les chasseurs qui auraient eu la chance d'arriver par l'arrière. La production totalisa 210 avions, la plupart équipés de réacteurs Junker Jumo délivrant 1 tonne de poussée, mais quelques chasseurs de nuit avaient des BMW de 800 kg de poussée. Les opérations impliquant des blitz furent assez réduites en raison des pénuries de carburant en Allemagne à la fin de la guerre. Ils furent engagés lors des batailles des Ardennes et dans des attaques contre les têtes de pont américaines sur le Rhin, à Remagen, mais furent ensuite cloués au sol par manque de carburant. Le Junker 87 est universellement connu comme le Stuka, mot qui est l'abréviation de Sturzkampfflugzeug, mot allemand signifiant avion bombardier en piqué. Le Stuka fut probablement une des armes les plus décisives engagées au début de la Seconde Guerre mondiale pour des raisons tant militaires que psychologiques. Il reste de façon indélébile associé au succès de la Blitzkrieg entre 1939 et 1941. L'image de cet appareil avec la forme si particulière de ses ailes, piquant presque à la verticale et accompagné du hurlement des sirènes installées sur les jambes de son train d'atterrissage, reste gravée de façon indélébile dans toutes les mémoires. Le Stuka fut un élément essentiel de l'artillerie aérienne qui pulvérisa les obstacles sur la route de la ruée des chars allemands. Le Stuka, avec la précision de son bombardement, fut de toutes les façons une arme importante pour démoraliser les troupes face à l'armée allemande. Et il fut une contribution majeure aux hordes de civils réfugiés qui fuyaient les zones de combat et qui engorgeaient les routes, lesquelles auraient pu être mieux employées par les armées qui devaient faire face à la menace allemande. Le Junker 87 fut lancé après que les Allemands connurent l'efficacité des expériences américaines en matière de bombardement piqué. La première version apparue en 1935 avait 2 dérives et, ironie de l'histoire, était équipée d'un moteur anglais Rolls-Royce Kestrel. Les prototypes suivants n'avaient plus qu'une seule dérive et des moteurs Junker. La première version produite, le Junker 87A, entra en service au début de 1937 avec un moteur Jumo 610C de 640 chevaux. Il fut utilisé avec un succès certain lors de la guerre d'Espagne et ouvrit la voie à une version plus compétitive, le Junker 87B en 1938. Cette dernière version disposait d'un Jumo de 1200 chevaux qui lui permettait d'emporter une charge de bombe de 500 kg au lieu des 250 du 87A. Le 87B avait une vitesse de pointe de 380 km/h et une autonomie à pleine charge de 600 km. La bombe principale était emportée sous le fuselage par une sorte de fourche qui se détendait pour dégager la trajectoire de la bombe du champ d'hélice lors du largage. Les 9 groupes de Stuka jouèrent un rôle majeur lors des campagnes de Pologne et de France en 1939 et 1940, puisque 340 avions furent les fers de lance des divisions de Panzer, attaquant les ponts, les carrefours, les aérodromes et les concentrations de troupes. Les pilotes disposaient d'un indicateur de piqué sur la fenêtre latérale et, comme pour le Junker 88, un système permettait à l'appareil de sortir de son piqué automatiquement dès que la bombe était lâchée. Lors des premières campagnes, la Luftwaffe bénéficiait de la supériorité aérienne, mais lorsqu'arriva la bataille d'Angleterre, les lacunes du Stuka se révélèrent. Avec seulement 2 mitrailleuses tirant vers l'avant et une seule à l'arrière du cockpit, le Stuka ne pouvait se défendre seul face aux chasseurs anglais. La dernière version de bombardier en piqué fut le 87D qui entra en service à la fin de 1941.
Cette version avait son aérodynamique améliorée avec un nouveau nez et un nouveau cockpit. Il disposait aussi de blindages de protection supplémentaires et de 2 mitrailleuses dans le cockpit arrière. Mais aucun de ces facteurs ne put compenser la vulnérabilité du Stuka, sauf dans des conditions où l'Allemagne disposait de la supériorité aérienne, conditions qui devinrent de plus en plus rares. À partir de 1942, il fut principalement utilisé pour des missions d'attaque au sol en Russie, certains avions disposant de canons anti-chars à la place des bombes. En 1944, le sort de l'Allemagne était scellé. De très sérieux combats allaient se dérouler avec l'arrivée des Alliés, mais les bombardiers allemands ne pouvaient pas survivre très longtemps face aux chasseurs modernes comme les Thunderbolt Lightning et Mustang américains ou les Typhoon et Tempest anglais. Les efforts frénétiques des Allemands pour mettre en service de nouveaux appareils étaient de plus en plus vains car les rangs des pilotes expérimentés étaient ravagés. De surcroît, le problème du carburant faisait qu'un grand nombre d'avions étaient cloués au sol et devenaient des cibles faciles pour les raids des chasseurs bombardiers alliés qui volaient en quasi-impunité au-dessus de l'Allemagne à partir du débarquement. Le tour du Japon vint ensuite. Les puissances de l'Axe avaient ouvert la boîte de Pandore, mais elles avaient oublié de tirer l'enseignement de leur propre succès. Elles devaient en payer chèrement le prix ensuite.